La semaine dernière, Donald Trump a finalement été élu par le collège électoral des États-Unis, et comme souvent, le débat sur ce système d'élection indirect est revenu sur la table. Contrairement à notre système de scrutin direct, aux États-Unis, on vote pour élire 538 grands électeurs qui voteront à leur tour pour élire le président des États-Unis. Ces grands électeurs ne sont pas répartis entre les citoyens, mais entre les États. Chaque État possède de base 3 grands électeurs, puis d'autres sont ajoutés au prorata de la population de l'État. Cette répartition a été faite dans le but d'éviter que les grandes villes décident des élections et que le reste du pays soit laissé pour compte. C'est pour cette raison qu'il y a des disproportions. L'État de Californie possède 55 grands électeurs et l'État du Wyoming seulement 3. Pourtant, il y a dans le Wyoming un grand électeur tous les 135 000 citoyens, alors que la Californie ne possède un grand électeur que tous les 410 000 citoyens. L'importance de cette répartition vient du fait que le candidat vainqueur dans un État emporte l'intégralité de ses électeurs, aussi faible que soit la majorité qu'il est. L'objectif de chaque candidat est donc le nombre de 270 grands électeurs, qui permet ainsi de s'assurer la majorité et la victoire. Ce système fait que les efforts des candidats se concentrent sur quelques États en particulier, les swing states. Les swing states, ce sont des États avec un nombre important de grands électeurs, mais qui n'ont pas une tradition de vote contrairement à d'autres comme le Texas qui vote républicain ou la Californie qui vote démocrate. La Floride, l'Ohio et la Pennsylvanie sont souvent les 3 États les plus importants, et si cela donne du suspense les soirs d'élection, le manque d'importance accordé à d'autres États est symptomatique. Bien que le collège électoral ait toujours suivi le vote populaire, un autre problème soulevé de façon récurrente est que les grands électeurs ne sont pas tenus de respecter le vote. Cet argument est pourtant répété à tort car c'était justement un des objectifs des pères fondateurs en créant ce système. Pour eux, et probablement à raison, le vote de la majorité n'était pas nécessairement digne de confiance. Il fallait donc créer un garde-fou contre une erreur du vote populaire. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des raisons idéologiques, des raisons pratiques ont aussi disparu. Il fallait au XVIIIe siècle plus de 10 jours pour traverser le pays, et était donc bien plus simple de faire des élections locales, puis ensuite de faire voter les grands électeurs en Pennsylvanie. Si cette situation n'est pas prête de changer malgré les récentes élections, l'immixtion d'autres puissances dans les élections a été le sujet de nombreux débats avec 2 pays en particulier, la Russie et l'Arabie Saoudite. Que ce soit par des interférences financières ou avec les affaires des mails Podesta et Wikileaks, des soupçons pèsent sur les gouvernements de ces pays. Croire que les candidats étaient leurs marionnettes afin de protéger des intérêts, notamment pétroliers, est à mon avis naïf, mais il est certain qu'ils ont chacun essayé d'aider le candidat de leur choix à triompher. Il n'y a aucun doute que la Russie est enchantée de la victoire de Donald Trump. Ces théories conspirationnistes permettent cependant de soulever un point qui gagne chaque jour en importance, le pouvoir et l'influence du lobby pétrolier contre les énergies renouvelables. Pour de nombreuses personnes, notamment dans les 2 pays mentionnés, retarder les énergies vertes autant que possible permet d'accéder à d'énormes avantages économiques. L'entreprise la plus importante au monde financièrement n'est ni Apple ni Google, mais bien Saudi Aramco, la compagnie pétrolière du royaume, qui réalise 320 milliards de dollars de chiffre d'affaires et est capitalisée à hauteur de 3000 milliards de dollars. Nassim Taleb, un écrivain libano-américain qui avait prédit la guerre civile syrienne, voit le même sort arriver à l'Arabie Saoudite et une baisse durable des prix du pétrole ne ferait qu'accélérer cette tendance. D'après Bloomberg, la Russie a vu le pétrole et le gaz naturel compter pour 50% de ses revenus fiscaux durant la dernière décennie, et c'est bien elle qui risque le plus à voir un agenda écologique se développer aux États-Unis. L'espoir dans cette lutte contre les lobbies des énergies fossiles pourrait cependant venir d'un endroit d'où on l'attendrait le moins, les pays du Golfe. En septembre a été signé à Abu Dhabi le contrat d'électricité le moins cher de l'histoire, et celui-ci se base sur l'énergie solaire. Car s'il y a bien une ressource que les pays du Golfe possèdent dans de plus grandes quantités que le pétrole, c'est l'énergie solaire. Le solaire est depuis longtemps présenté comme l'énergie du futur, mais les coûts ont longtemps été une barrière à son développement. The Economist soulignait en avril que les prix avaient chuté de 80% au cours des 6 dernières années. Le développement de solutions électriques sous l'impulsion notamment de Tesla et Elon Musk, cumulé à cet effondrement du prix, est en train de pousser de plus en plus au premier plan l'énergie solaire. Toujours d'après Bloomberg, le développement des voitures électriques pourrait mener à une baisse du besoin en pétrole à hauteur de 2 millions de barils par jour dès 2023. S'il faudra bien sûr affronter d'autres défis comme le stockage et la génération des énergies nouvelles, le changement climatique n'est ni la première ni la plus grande menace que s'est imposée l'humanité. À partir de la situation ironique où des pays apparus de nulle part grâce au pétrole sont désormais à l'avant-garde des énergies renouvelables, une seule question reste, ira-t-on assez vite dans la démocratisation de cette énergie ? C'est évidemment de cette réponse que dépendra notre situation climatique durant ce siècle. Imaginez que d'ici 15 ans, la majorité des voitures en Occident seront autonomes et électriques, et loin d'être une utopie avec les récentes évolutions. Mais la question revient toujours sur la capacité des lobbies des énergies fossiles à ralentir cette tendance.
Avec un président élu des États-Unis qui a affirmé dans sa campagne vouloir faire fonctionner les mines de charbon plus longtemps et développer de nouvelles formes d'exploitation du gaz et du pétrole, le pessimisme est de mise. Le rapprochement possible avec la Russie n'engage pas plus à l'optimisme pour un pays qui, contrairement à ceux du Golfe, ne peut pas exploiter autre chose que des énergies fossiles. Et je félicite M. Donald Trump pour sa victoire. Il a dit vouloir restaurer les relations entre la Russie et les États-Unis. La Russie est prête et souhaite la restauration de ces bonnes relations. La nouvelle jeunesse des partis et des candidats populistes est un obstacle imprévu. Si l'on peut comprendre la volonté absolue des États pétroliers, il est plus difficile de comprendre ce qui fait se rejoindre les populistes dans leur alignement avec les intérêts des exploitants d'énergie fossile. La Russie n'a cependant pas hésité à saisir l'opportunité, et le nombre de liens entre son gouvernement et les partis politiques étrangers ne cesse d'augmenter. Si ce n'est pas le seul objectif de ces rapprochements, la sauvegarde des exploitations d'énergie fossile est sûrement en haut de la liste. Convaincre ces groupes est donc peut-être la meilleure solution pour s'assurer un futur aux énergies vertes. Alors qu'il est désormais clair que nous n'épuiserons pas les énergies fossiles de la planète, que même les Émirats Arabes Unis abandonnent le pétrole et se transforment en un pays basé sur le solaire, il reste à savoir si le reste d'entre nous sera capable de faire de même assez rapidement. Bonjour à tous, vous avez dû le remarquer, j'ai changé de micro, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je n'ai pas posté en décembre à cause de mes partiels, mais je bosse en ce moment sur une vidéo sur la trilogie Batman de Nolan, qui devrait donc sortir dans les prochaines semaines. Voilà pour les nouvelles de la chaîne. Si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager les vidéos, c'est ce qui m'aide actuellement le plus. Merci d'avoir regardé et à bientôt.